Il y a des quartiers, nous, aujourd'hui, on investit. Il y a 5 ans, personne ne mettait les pieds. Et aujourd'hui, c'est des quartiers qui sont en train d'exploser. Même des quartiers, là où Teddy Riner vient d'investir dans un riad, c'est des quartiers aujourd'hui, il y a 5 ans en arrière, personne n'y allait. Et qu'est-ce qui fait que la valeur d'une nuitée coûte plus cher sur un riad? Le standing, forcément, comme partout. Ouais. Le service. Quand on investit au Maroc, il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres codes ici, que ce soit sur d'autres marchés. Bali, c'est pareil. Le Maroc, souvent, le problème de confiance, en réalité, que ce soit Dubaï ou Marrakech, il y a toujours des problèmes partout. Ce qui me fait penser à Dubaï et à Marrakech, c'est ce développement continu, mais plutôt côté villa. Bonjour à tous, on va faire très condensé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé, on est un petit peu pressé parce qu'on a très peu de temps, mais je vous promets que ça va être une des vidéos les plus intéressantes de la chaîne. Aujourd'hui, je reçois Arnaud de Claire et Arnaud, spécialiste de la Médina. Je vais le laisser se présenter son activité rapidement et je lui ai concocté des petites questions qui va... Spicy. Spicy, exactement. Arnaud, ça va? Tu vas bien? Écoute, merci beaucoup, c'est très bien. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Il fait pas beau, mais bon. Aujourd'hui, c'est un peu, c'est pas top niveau temps, mais écoute, ça fait un peu de bien. Exactement. Ça va faire chaud. Alors, explique-nous un peu. Moi, c'est Arnaud, 28 ans, pour me présenter très, très brièvement. Ça fait 2 ans que je suis installé à Marrakech. J'ai lancé mon activité il y a 1 an et demi avec ma femme, Claire, d'où le nom Claire et Arnaud, notre brand. Et si je dois résumer en une seule phrase ce qu'on fait, c'est qu'on vend des riads dans la Médina. Alors, pour les gens qui savent pas ce que c'est un riad, c'est une maison traditionnelle marocaine, ça veut dire jardin. Donc, de base, c'est quand même avec un grand patio, de l'eau, de la végétation au milieu, et vraiment, c'est dans la vieille ville, donc la Médina de Marrakech, qui est en fait le centre historique, qui est vieux aujourd'hui de plus de 1000 ans. Et donc, c'est là qu'on évolue sur de la rénovation. Donc, quand je dis on vend des riads, on a une partie agence, on fait de la transaction pure et dure. On a une partie où on vend aussi sur plan. Donc, ça fait écho à Dubaï. Ouais. Sur des petites surfaces, on fait des 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. Et on a une dernière partie avec Stéphane, notre directeur, où en gros, on récupère tout ce qu'on fait en gestion locative, conciergerie. Donc, on s'occupe vraiment de tout, check-in, check-out, gestion sur les plateformes de réservation, etc. Ok, top. Alors, donc toi, t'es vraiment spécialisé sur la Médina. On fait que Médina, on a décidé de pas faire autre chose. C'est un peu le problème je trouve, des sociétés à Marrakech. C'est que il y a tellement de marchés qui sont différents, tellement de subtilités. Il y a le marché des villas. Alors, je crache pas sur les autres marchés parce qu'il y a des marchés pour tout. Et justement, ce qui est beau à Marrakech, c'est qu'il y a une clientèle pour tout type de marché. Ouais. Mais la Médina, c'est vrai que nous, ça résonne beaucoup plus dans nos valeurs. C'est de la vieille pierre. C'est aussi, pour moi, le quartier. Si demain, il y a... Parce que le marché de Marrakech, quand même, est cyclique. J'en parlais tout à l'heure avec un investisseur. C'est un marché qui est quand même assez cyclique. Pour moi, c'est le marché qui sera le moins impacté. Parce que tu es vraiment sur le centre historique. C'est limité aussi. C'est ce côté rareté que les investisseurs viennent chercher et qu'on est venu chercher aussi avec Claire. Et voilà. Oui, c'est une des particularités de la Médina, c'est que on va jamais doubler le nombre de riads dans la Médina. Exactement. Donc c'est très limité. Alors toi, la dernière fois, quand on a un petit peu visité ensemble la Médina, en scooter, t'avais un peu peur, non? Non, ça va. J'ai l'habitude. Mais c'était déjà magnifique. C'est vraiment la Médina, c'est incroyable. On s'y perd. Faut vraiment bien connaître. Alors tu me disais qu'il y avait 3000. Écoute, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y a 3-4 000 riads en exploitation. En exploitation, ouais. Et en supply complète, on doit être peut-être pas loin des 10 000. Ouais. Sachant qu'il y a des quartiers qui sont pas encore du tout développés. Ouais, mais qui se développent aujourd'hui. Les quartiers qui sont pas développés et qui seront les quartiers de demain. Il y a des quartiers, nous, aujourd'hui, on investit. On a commencé à investir et même faire investir des clients. Il y a 5 ans, personne ne mettait les pieds. Ouais. Et aujourd'hui, c'est des quartiers qui sont en train d'exploser. D'ailleurs, même des quartiers là où Teddy Riner vient d'investir dans un riad, c'est des quartiers aujourd'hui qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur, prendre de la croissance. Mais il y a 5 ans en arrière, personne n'y allait. Ouais. Et alors, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on entend un petit peu plus parler de la Médina. Malgré tout, pas tant que ça, je trouve. Alors que ça fait très peu de temps que je regarde, que j'ai un œil sur Marrakech. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, de mon œil d'investisseur, c'est voire le marché le plus intéressant à Marrakech aujourd'hui. C'est le plus intéressant. Bon, après, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est le plus intéressant. Aujourd'hui... Je te coupe 2 secondes parce que, juste pour faire écho à ce que je viens de dire, la dernière fois, quand on était au café,
Ouais. Je t'ai dit, je t'ai demandé si tu préférais Riyad ou villa. Et enfin, tu m'as fait non, mais il y a pas photo, quoi. Alors attention, parce que moi j'aime bien aussi le côté villa. J'ai des amis qui viennent, des fois on prend une villa, on loue une villa. Les villas, ça marche. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, ce que je reproche à Marrakech, c'est que dans le développement, alors déjà, si on part de supply, c'est que c'est illimité, entre guillemets. Ouais. Tu peux, les terrains, il en reste, et tu peux aller jusqu'aux montagnes de l'Atlas. Hein, voilà. Donc, juste pour expliquer, parce que parfois il y a des investisseurs j'ai beaucoup de primo-accédants. Ouais. Donc, le danger de ça, c'est que forcément, la valeur, elle peut, plus il y a de villas, plus les prix vont baisser. Exactement. Et en fait, les villas aujourd'hui, pour moi, c'est pas un mauvais marché, mais ça dépend comment on le fait. C'est ça. Le problème, c'est que tous les promoteurs proposent des villas qui sont, entre guillemets, copier-coller, identiques. Il y a très peu de design qui diffèrent. Et c'est vrai que pour moi, il y aura trop de supply de ces villas, 3, 4, 5 chambres. Et ce qui est intéressant dans les villas, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui l'a fait, c'est d'aller sur des grandes superficies, aller proposer un service beaucoup plus haut de gamme, pas loin d'un service hôtelier avec un coin spa, peut-être une belle salle de cinéma, un paddle extérieur, 10 chambres, voilà, beaucoup de chambres. Et là-dessus, le problème, c'est que le ticket d'entrée, forcément, c'est pas pour tout le monde. C'est clair. Donc, t'arrives. Alors, d'un côté, si tu veux, c'est bien parce qu'il n'y en aura pas non plus des milliers et des milliers. Mais en même temps, il faut quand même poser un ticket d'entrée qui est largement plus d'1 million d'euros pour faire ce genre d'établissement, quoi. Ouais. Et tu sais quoi, hier, j'ai fait une petite étude par rapport à ça sur le marché des villas. Alors, je confirme totalement ce que tu viens de dire, c'est que il y a un produit sur les villas qui se détache. Après, on reviendra sur les riads, mais l'ultra premium. Donc, dès qu'on a des villas très bien finies, des très grands espaces avec des espaces extérieurs, des grands espaces extérieurs, et comme tu viens de le dire, avec des services supplémentaires entre guillemets, donc à savoir voilà hammam, sauna dans les villas, ce genre de choses, on se détache tout de suite parce que mine de rien, même s'il y a une énorme supply de villas, il y a très peu de villas qui ont ce service hôtelier. Et ça cartonne. Parce qu'au-delà de ça, c'est que même t'as des ventes parce que moi, j'ai des amis qui en ont. Hein. D'ailleurs, un gars qui est juste en dessous de notre bureau, il a une belle villa avec une oliveraie. Il a mis des ânes. Il a un four extérieur. Piscine, je sais pas combien de mètres. Et il y a le B2C, mais il y a beaucoup de demandes pour du B2B. Donc, avec des entreprises qui le contactent, des partenariats avec même pour peut-être des mariages. Tout ce qui est mariage, tout ce qui est team building aussi pour les entreprises, événementiel, ça cartonne. Et plus il y a de clés, plus c'est demandé. Tu vois, par exemple, là, Claire qui va fêter ses 40 ans, on essaie de trouver une villa et c'est très compliqué. Ouais. Tu vois, j'arrive pas à trouver une villa avec je crois qu'elle fait venir 30 personnes. Donc il faut minimum aller 15 couchages. C'est dur. Ouais, c'est pas évident. Soit c'est dur, soit c'est complètement hors de prix et tu tombes dans le côté palais où ils vont facturer 10 000 € la nuit, tu vois. Ouais. Et s'il n'y a pas d'autres produits, tu seras obligé, quoi. Exactement. Non, mais là, on est en train de voir pour prendre 2 belles villas qui sont à côté, tu vois, et on ferait la fête dans une grande villa. Ouais, top. Alors, pour revenir sur les riads, toi, tu t'es spécialisé là-dessus. Aujourd'hui, c'est pour prendre la température un peu sur le marché des riads à Marrakech, dans la Médina. Déjà, question, on trouve des riads que dans la Médina? Ouais. Après, tu peux avoir des riads à l'extérieur, mais de base, le produit riad est un produit Médina, purement Médina. Typiquement dans la Médina, ok. Et donc, si je te pose la question clairement, en gros, en quoi c'est plus intéressant qu'un autre produit? Écoute, je vais te répondre factuellement. Le premier argument, c'est que c'est limité. Deuxième argument, c'est que si tu regardes les stats, n'importe quelle personne, n'importe quel voyageur qui vient pour la première fois à Marrakech, il passe quoi qu'il arrive dans la Médina. Et très souvent, il revient. Tout le temps. En fait, il y a aussi cette récurrence de voyageurs qui est magnifique à Marrakech. Tout à l'heure, tu vois, juste avant qu'on démarre le podcast, comme je pars à Paris demain, tu me dis, mais j'ai l'impression qu'ici, tout le monde part en Europe tout le temps, fait des allers-retours. Ouais. Bah oui, parce qu'on a cette proximité avec l'Europe qui amène quand même un gros flux touristique. Ouais, c'est vrai. Et une récurrence, tu vois. Nous, j'ai des clients et même des voyageurs qui viennent peut-être 4, 5, 6 fois dans l'année. Hop, j'ai un long week-end de 3 jours, je viens à Marrakech. Donc ça, c'est magnifique. Ensuite, il y a le côté, donc voilà, le côté exclusivité. Il y a le côté aussi où forcément, la localisation de la Médina, t'es vraiment cœur centre-ville. Donc tu vois, pour moi, c'est
Très bien placé. Dans n'importe quelle ville aujourd'hui, tu regardes le centre de Paris, tu regardes le centre downtown Dubaï ou le centre historique, c'est là où il y a vraiment la plus grande valeur qui est tout simplement latente. Ensuite, ce que j'aime, c'est quand on zoome sur le marché de la Médina, on est sur un marché qui est vachement diversifié. On a encore des produits qui sont à rénover, où on va apporter de la valeur, on va créer de la valeur pour tout simplement pouvoir les exploiter. Et si on zoome sur des produits qui sont déjà exploitables, tu as des riads privatifs, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres. En général, les gens s'arrêtent à 6. Et après, tu as le riad maison d'hôte, où là, tu rentres vraiment sur de l'hôtellerie à partir de 7-8 clés, et même des riads maison d'hôte à plus de 10 clés. Et donc, tu as des modes d'exploitation qui sont complètement différents. En maison d'hôte, tu vas louer à la chambre. Riad privatif, tu vas louer comme un appartement ou comme une villa. Et là où c'est magnifique, c'est qu'ensuite, c'est en termes de gamme. Tu vois, tu as des riads qui sont cheap, qui vont être à 50, 60 euros la nuit. La plupart des riads maison d'hôte, t'es à peu près entre 100 et 150 euros la chambre. T'as des riads maison d'hôte à 250, 300, 400 même pour certains, et plus de 500 euros la nuit. Donc tu vois, t'as vraiment un marché qui est tout petit, de niche, mais ultra diversifié. Ouais, et qu'est-ce qui fait la valeur d'un riad, enfin que la valeur d'une nuitée coûte plus cher sur un riad? Le standing, forcément, comme partout. Ouais. Le service qui est proposé. Tu vois, je pense à 2 établissements que j'adore, où je vais très souvent, la Villa des Orangers, qui est un relais château. T'es à 600, 700 euros la nuit. T'as une clientèle qui est complètement différente, une clientèle très anglophone, américaine. Ils ont un bar à cigares, ils ont un ancien cinéma, ils ont un spa incroyable, ils ont un restaurant gastronomique. Si tu veux, et puis l'endroit est sublime. Ouais. Et donc là, t'arrives sur une catégorie de biens où il n'y en a pas beaucoup dans la Médina. Il commence à y en avoir de plus en plus, mais il y en a quand même, ça se compte pas loin sur les doigts d'une main, tu vois. Ouais. Comme ça, en tête, je peux t'en sortir peut-être les 10, pas plus. Ouais. Ce qui est pas énorme. Sachant qu'en plus, c'est des petits boutiques hôtels. Enfin, quand je dis petits, c'est quand même, ils ont quand même pas mal de clés par rapport à des riads de maison d'hôtes classiques. La Sultana, enfin, la Villa des Orangers, je crois qu'on est sur 28 ou 30 clés. Okay. Ouais, et la Sultana, qui est sur le même standing, qui est à la Casbah, on est sur une 30aine de clés aussi. Okay. À 700 euros la nuit minimum, prix d'entrée. Mais par contre, ils ont mis le paquet sur le spa, sur tout ce qui est justement les ventes additionnelles. Et là, tu rentres vraiment dans l'exploitation hôtelière, dans l'hôtellerie pure et dure, quoi. T'as Elfen aussi, on a été boire un verre l'autre fois. Ouais, magnifique. Ouais. Elfen, qui a, je crois, 40 et quelques clés, où ils ont vraiment mis le côté boutique, hôtel. Et des établissements comme ça, en fait, il y en aura dans les années à venir qui vont naître. Mais encore une fois, on est limité par cette place. Ouais. Tu vois. Sachant que la Médina, il y a une particularité, c'est que il y a des accès qui sont plus simples que d'autres. Donc forcément, à un moment donné, on arrivera à des quartiers qui sont moins accessibles. Exactement. Et là, par contre, on a encore la possibilité d'exploiter des quartiers qui sont accessibles et où il y a un vrai potentiel ou de plus-value ou... Exactement. Non, franchement, c'est là où c'est magnifique. Et tu as un marché vraiment qui attire des investisseurs du monde entier alors des voyageurs du monde entier, mais des investisseurs du monde entier pour tout simplement avoir un pied-à-terre et l'exploiter. Donc ça, c'est notre premier avatar client, premier type de clientèle. Et deuxième type de clientèle, c'est vraiment des purs professionnels, investisseurs qui veulent que du rendement locatif. Ça peut être des multi-investisseurs, entrepreneurs en Europe. Ça peut être des family office, des fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus à la Médina de Marrakech, qui ont compris vraiment la valeur de ce quartier. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, on parlait des quartiers, surtout. Alors moi, je vais juste rebondir sur ça, parce que je pense que tu as bien répondu à cette question-là. Moi, il y a un truc qui m'intéressait sur les quartiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a des quartiers dans la Médina qui se sont très bien développés. Sur un investisseur aujourd'hui, il peut faire l'erreur de se dire, ou pas, hein, ça peut être aussi un pari, mais de se dire, et tu me donneras ton avis, je vais investir dans ce quartier-là. Ça va prendre de la valeur. Ça va prendre de la valeur. C'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai eu ces discussions-là juste avant avec un client. Alors, pour moi, aujourd'hui, la Médina, c'est le meilleur quartier pour investir à Marrakech. Ok. C'est signé. Ça, c'est signé. Arnaud. C'est signé. Si tu zoomes dans la Médina, tu as différents quartiers.
Et en fait, là, tu vois, on faisait le parallèle avec ce client-là tout à l'heure. Et la Koutoubia peut être vue comme la Burj Khalifa ou comme la Tour Eiffel. Donc la Koutoubia, La Koutoubia, du coup, c'est la mosquée, grande mosquée de Marrakech, qui est un des monuments qui est quand même les plus visités forcément à Marrakech. Et qui est collé à 2 pas de la Médine. Qui est collé littéralement à la Médina, à la place Jemaa el-Fna. Donc, si tu veux, il y a cette histoire de place et cette histoire de Koutoubia où plus t'es proche de ça, plus t'es dans le cœur, plus t'es dans le premium. Mais si tu veux, la distance qui te sépare de la Koutoubia des remparts, elle est pas non plus énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des quartiers qui sont ultra prime comme Dar el-Bachar, qui est proche du palais Dar el-Bachar. T'as du Laxour qui est aussi pas mal proche de la Koutoubia, où tu te rapproches de la Koutoubia. T'as du Riyad Zitoun, Kenaria, où t'es juste derrière la place, collé à la place. Ça, c'est le plus prime aujourd'hui. Ok. Ensuite, là où la valeur elle a déjà été une grosse exactement. partie de la Et en fait, au final, si tu regardes dans ces quartiers-là, t'as pratiquement plus rien à acheter, à rénover. Ok. Soit il te reste quelques pièces, des grandes superficies, peut-être même où il y a des problèmes d'héritiers, etc. Mais il y a très peu de biens à acheter dans ces quartiers-là. Enfin, de moins en moins à acheter, à rénover. D'accord. Dans les autres quartiers qui sont autour, la deuxième couronne, c'est là, nous, on va plus acheter ou faire acheter nos clients. On est quand même, au final, si tu regardes, t'es à 5-10 minutes à pied de ces quartiers-là. Ouais. Tu vois, et c'est là où c'est magnifique. Et c'est des quartiers où personne ne mettait les pieds avant, et où aujourd'hui, t'as plein de riads qui ont poussé. Et ensuite, t'as la troisième couronne, qui est la couronne proche rempart, qui aujourd'hui est la moins sexy sur le papier, mais il y a de plus en plus de gens qui investissent aussi là-bas. C'est un peu plus long terme. Mais alors, c'est un peu plus long terme pour de la prise de valeur et de la valorisation pour la revente, mais il y a plein de riads qui sont là-bas, qui se louent extrêmement bien aussi. Donc en termes de retour sur investissement, si aujourd'hui, et ça c'est assez typique de l'investissement en règle générale, partout on va retrouver le même pattern, c'est que si tu veux investir sur un premium, ton retour sur investissement ne sera pas forcément... C'est ça, mais tu perdras jamais d'argent. Voilà. Par contre, c'est patrimonial, tu vas jamais perdre d'argent. C'est ça. Et c'est, on va dire, une réserve de valeur. Exactement. Il y a un pari à faire sur des couronnes secondaires, voire un peu plus loin, où là, tu vas avoir des rendements plus intéressants et un potentiel de prise de valeur assez... Et qui reste très intéressant aussi. Et qui reste très intéressant. Qui reste très intéressant. Toi, aujourd'hui, la stratégie que tu conseilles à tes clients qui souhaitent investir dans la Médina, concrètement, donc j'imagine qu'en fonction du budget, on n'a pas la même stratégie, mais... En fonction aussi de leurs objectifs. Oui, parce que tu me disais qu'il y avait des... Alors ça, c'est intéressant, tu me disais qu'il y avait des gens qui veulent un pied à terre dans la Médina. Ouais. Alors, j'ai jamais eu de... Si, j'ai déjà eu, mais c'est très rare, hein, des gens qui veulent absolument acheter un bien comme résidence secondaire. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas le louer. J'ai déjà eu des Américains pour ça. Mais... Et puis, j'ai eu aussi une autre personne. Mais en gros, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Ouais. On a vraiment deux types de clientèle. En général, la première type, c'est des couples qui sont amoureux de Marrakech et qui veulent leur petit riad. Donc, quand je dis petit riad, c'est des riads 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres maximum. Ouais. Sur des budgets qui sont entre 300 000 et un petit million d'euros, quoi. 300 000 et 600 000, 700 000 euros. Donc ça, c'est cette première clientèle-là. Mais en même temps, qui veulent pouvoir le louer quand ils sont pas là. Donc, ils veulent venir peut-être tous les 2 mois à Marrakech, faire profiter leurs amis, leur famille, mais avoir quand même un retour sur investissement. Mais c'est pas leur objectif. Tant que ça leur coûte pas d'argent, pour la plupart, ils sont contents. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est une clientèle qu'on redirige plus vers des produits type agence, où on leur trouve en gros le riad qui correspond à leurs besoins. Il y en a qui veulent même se lancer eux-mêmes dans la rénovation, dans les travaux, l'ameublement. Donc ça, pareil, on leur trouve un bien qui est à rénover. Sachant que vous faites également l'accompagnement sur la réno. Alors, c'est que sur nos produits sur plan. C'est-à-dire que si on a un client, tu vois, demain, ça nous est déjà arrivé, hein, qui achète un produit et qui nous dit « Ah, vous pouvez m'aider à faire le côté design, etc. » On fait pas. Ce qu'on peut faire pour les aider, c'est qu'on les connecte avec un architecte, on peut les connecter avec une société de travaux, mais on va pas commencer à rentrer, si tu veux, dans des allers-retours de customisation, etc. Okay. Nos produits sur plan, ils s'adressent vraiment à notre deuxième clientèle, qui est la clientèle pure investisseur. Donc, c'est des gens, pour la plupart, ils ne sont des fois même jamais venus à Marrakech. Incroyable. Ils sont venus pour la première fois en nous rencontrant. Ils veulent du pur rendement locatif. Ils s'en foutent de venir loger dans leur riad. Ils veulent que ce soit une machine à rendement. Okay. Et ceux-là, on les dirige vers 2 typologies de produits. D'ailleurs, on a des clients même qui nous achètent les 2. C'est du riad, du coup, off-plan.
sur des petites superficies, 2, 3, 4 chambres, qu'on va exploiter nous derrière en privatif. Mais on va leur vendre moins cher, si tu veux, que le prix du marché sur un produit fini. Puisqu'on récupère la gestion derrière, c'est notre modèle. Hein. On récupère la gestion sur plusieurs années. Okay. S'ils ont plus de budget, ou s'ils ont beaucoup de budget, on peut leur faire une stratégie mixte, où en gros, ils vont acheter un petit riad privatif sur plan et un riad maison d'hôte, qui tourne déjà. Donc le riad maison d'hôte, en moyenne à partir de 7-8 chambres. Même je conseille de se rapprocher des 10 clés pour que ce soit vraiment rentable. Et donc là, ils ont un actif hôtelier, plus leur petit riad privatif. On a un client qui a fait ça récemment. C'est super. En plus, il a acheté à côté. Ouais. Donc des fois, il aura peut-être des demandes pour du privatif. Hop, il dirige là-dessus. Des demandes à la chambre. Il a son riad à la chambre à côté. Ok, top. Dans ce que tu dis, alors j'ai une autre question qui m'est venue en tête. Faut pas que je l'oublie. La question des samsars. Très, très intéressant. Mais tu as mentionné un point sur ce que tu viens de dire, c'est vous faites l'exploitation après avoir vendu des projets sur plan. Est-ce que ça peut se dissocier? Admettons que tu as un investisseur qui souhaite un produit sur plan, mais par contre faire la gestion lui-même. Ça, vous ne faites pas? On n'accepte pas. Et en fait, il n'y a aucun intérêt, si tu veux. Enfin, la plupart, justement, ils sont très heureux. Et d'ailleurs, le jour où ils achètent le bien sur plan, ils nous signent le contrat de gestion parce que ils veulent pas s'en occuper, en fait. Ils sont loin, ils sont à 3000 km, 4000 km pour la plupart, ils sont en France, hein, Suisse. Nous, on n'a que des francophones, hein, France, Suisse, Belgique. Mais ils veulent pas s'en occuper. Okay, donc c'est vraiment du 360 de Exactement. A à Z, la chaîne, elle est bouclée. Et on leur gère, et si demain, dans 3 ans, ils veulent le revendre, on gère la revente aussi. Ok, top. Alors, du coup, vous voulez aborder le sujet des... J'enchaîne un peu parce qu'on a très peu de temps. Mais on fera une saison 2. On va faire une saison 2. Épisode 2. Dites-le nous si vous voulez. Laissez-nous en commentaire les questions que vous pourriez avoir sur une deuxième vidéo. Mais alors, le marché de Marrakech, il est un peu particulier sur cette question-là parce que pour aujourd'hui, une agence immobilière comme la vôtre, vous êtes obligé de travailler aussi avec les acteurs locaux, et notamment les samsars. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Samsar, c'est le nom qui est donné à quelqu'un, si tu veux, qui a un bien à vendre. Ça peut être un boucher, ça peut être un épicier, ça peut être un gars qui... Voilà, c'est pas une activité réglementée d'agent immobilier, mais c'est un gars qui traîne dans la rue, qui connaît X qui vend sa maison, qui connaît Y qui vend sa maison dans 6 mois, et donc il y a les informations. Ok, voilà. D'accord. Et donc tu es obligé forcément... Alors, moi, je travaille pas avec les samsars sur des biens ready. Donc, okay. Sur la partie agence, quand on a des clients qui nous demandent des biens qui sont ready, et donc que ce soit des biens privatifs ou des maisons d'hôtes, même si ça nous arrive que certains samsars nous amènent des biens, mais c'est très rare. Les samsars, on travaille beaucoup avec eux sur des biens à rénover. Ok. Des biens à rénover, des terrains, des ruines, parce que ils connaissent justement ces biens-là sont détenus par des familles marocaines, et donc forcément, c'est des familles qui connaissent. Et tu vois, ça me fait penser à... J'ai un samsar avec qui je travaille. Alors, moi, de base, je travaille pas beaucoup avec les samsars. C'est que j'ai un agent immobilier qui est marocain, qui lui, justement, est en connexion avec ces samsars-là. Et donc, c'est lui qui me source derrière les produits, qui vérifie aussi que les produits sont bien, il vérifie les papiers, qu'il envoie à un notaire, etc. Ouais. Mais j'ai un autre samsar avec qui je bosse en direct, parce qu'il est adorable. Il s'appelle d'ailleurs Tariq. S'il regarde la vidéo. Et en fait, il connaît tout son quartier par cœur. Dès qu'il y a une petite maison qui est à vendre, et lui, il habite dans ce quartier-là, donc dans la Médina, et il a sa maison, il m'a fait visiter l'autre fois, qui est très sympa. Et en fait, toutes les commissions qu'on lui donne et qu'il prend à droite, à gauche, à chaque fois, il fait un peu de travaux pour pouvoir finir sa maison à l'intérieur et la mettre sur Airbnb, quoi. Incroyable. Donc, okay. Incroyable. Ouais. Non, franchement, il est super... T'as mentionné un truc assez intéressant par rapport au notaire, etc. Et c'est vrai que une des questions qui revient assez souvent à Marrakech, c'est ces histoires de titres, de Melkia, etc. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne? Et quels sont les pièges à éviter surtout? Alors, pour un premier acquis, tu me dis que tu avais beaucoup de primo-accédants. Moi, je conseille quand même toujours d'aller faire un bien qui est titré ou un minimum qui a son numéro de réquisition et toujours faire des vérifications en amont, même sur un bien titré. Parce qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir une hypothèque. Un bien titré, donc ça veut dire qu'il y a un titre de propriété. Un titre de propriété, ça veut dire qu'il est inscrit
à l'équivalent du cadastre qui s'appelle la conservation foncière. Donc, c'est-à-dire qu'il est tout simplement sur le plan urbain, il existe. En général, on parle de superficie au sol. Donc, par exemple, tu as un riad qui fait 100 mètres carrés au sol. Sur le titre, il y aura marqué 100 mètres carrés. Le titre, donc tu vois les propriétaires. Tu pourras montrer un type de titre, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais. C'est un papier sur un recto. Et tu le retrouves même forcément dans le système ici, quoi. D'accord. Et alors, c'est quoi les Melkia? Alors, Melkia, aujourd'hui, c'est des biens qui appartenaient à des familles marocaines. Hein. Donc, puisque tu as les adouls, qui sont des notaires d'ordre islamique, et donc avec lesquels, en général, c'est les Marocains qui travaillent. Et tu as les notaires avec lesquels, tout simplement, c'est plutôt des investisseurs privés, des Européens qui travaillent. Les adouls, eux, à l'époque, et toujours, hein, ils ont donc des Melkia. C'est quand même un document qui est officiel, hein, mais c'est juste que c'est écrit à la main qui est basé sur du témoignage. Donc, c'est les voisins qui vont témoigner. Il y a bien cette famille-là, qui habite là, qui habitait là. Et ça te permet de remonter, si tu veux, comme un arbre généalogique, toute la chaîne, de la propriété. C'est-à-dire qu'il y avait ces gens-là, avant ces gens-là, il y avait ces gens-là, et ainsi de suite. Mais tout est écrit à la main, dans un registre, chez l'adoul. Et aujourd'hui, un bien de Melkia, si tu veux, il y a quelques risques, forcément, même si nous, on en titre, hein, parce que le but, justement, d'un bien Melkia, c'est de le rendre, de le titrer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ça et qui gagnent de l'argent là-dessus, parce que tu fais juste une manip, pas juridique, une manip administrative, et ça te permet tout simplement d'avoir un bien qui vaut plus cher. Ok. Et à quel point c'est compliqué de titrer un bien? Écoute, c'est pas si compliqué que ça. Nous, on a un service qui s'en occupe. Après, tu le vois dès le départ, si tu veux, si la Melkia est clean ou pas clean. D'ailleurs, on parle souvent de Melkia propre ou Melkia qui n'est pas propre. Après, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, puisque tu as toute une procédure qui est quand même assez longue, hein, qui dure en moyenne 18 mois, 1 an et demi. Pour titrer un bien? Ouais, à partir du moment où en fait, tu payes ta réquisition, donc tu as ton numéro de réquisition, donc ça veut dire que la procédure a été entamée. Ensuite, tu as un bornage pour vérifier vraiment la superficie au sol. Tu as un deuxième bornage. Et ensuite, tu as la dernière phase qui est le délai d'opposition, où en fait, tu peux avoir des oppositions. Donc, des gens qui peuvent venir s'opposer au fait que le bien devienne titré. Ok. Et donc, c'est là en fait, où ça peut devenir compliqué. Après, si tu as bien fait ton travail en amont, normalement, tu n'as pas d'opposant, tu n'as pas un héritier qui va descendre des montagnes et qui va dire non, mais ce bien-là, il est à moi, tu vois. Ok. Parce que tu réunis justement tous les héritiers au préalable. D'accord. Ah, c'est intéressant. Vraiment, ça marche vraiment de manière totalement différente de ce que je connais, de ce qu'on connaît à Dubaï, puisque tout est enregistré, la moindre transaction, au moindre dirham près. Et après, on est très calqué sur le... En fait, si tu regardes, sauf le côté Melkia, si tu regardes le reste, c'est très calqué sur la France. Hein. Ouais. Que ce soit au niveau notarié, que ce soit au niveau des sociétés, on est quand même sur un modèle qui est très calqué, je vais dire européen, mais je connais pas tous les pays en Europe, mais en tout cas français, sur le modèle français. Et c'est pour ça qu'au final, quand tu es bien accompagné, on a mis beaucoup de temps à avoir notre dream team autour de nous, juristes, experts comptables, notaires, pour justement nous accompagner et accompagner forcément les clients pour leurs investissements, parce que c'est primordial d'avoir un bon notaire, c'est primordial d'avoir un bon expert comptable, tu vois, enfin comme partout, hein. Okay. Dans n'importe quel pays, c'est la base. Ah, c'est vrai que je dis ça parce que les gens qui regardent mes vidéos souvent sont, la plupart, vu que j'ai commencé à Dubaï, sont des gens qui ont investi à Dubaï. Et quand on a investi au Maroc, il faut aussi, et d'ailleurs ou ailleurs, comprendre qu'il y a d'autres codes ici. Bien sûr. Et ne pas s'effrayer, parce que ça, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec beaucoup de clients, et que ce soit sur d'autres marchés, hein. Bali, c'est pareil, le Maroc. Et beaucoup de personnes, moi, des clients avec qui je travaille, m'ont dit, bon, bah, si toi, tu es installé à Marrakech, moi, je veux bien m'intéresser à ce marché-là, parce que j'ai confiance, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, etc. Et j'avais pas... Alors, souvent, le problème de confiance, en réalité, que ce soit Dubaï ou Marrakech, il y a toujours des problèmes partout. Ça, c'est pas lié à spécifiquement. Comme partout, bien sûr. Il faut être vigilant et s'entourer des bonnes personnes. Mais une fois qu'on a compris les codes, comment le marché fonctionnait, souvent, en fait, les personnes qui se font, je vais pas dire avoir, mais qui tombent dans des pièges,
déjà, ça peut être à Dubaï, et je pense que ça peut même être plus à Dubaï qu'à Marrakech, parce que c'est pour différentes raisons, mais un marché où il y a énormément d'opportunités, il y a aussi énormément d'arnaques. Voilà. Bien sûr. Et en fait, c'est souvent lié au manque de vigilance ou de travail de l'investisseur. C'est-à-dire qu'il y a un minimum quand même à se renseigner. Même si c'est pas vous qui allez faire le travail, renseignez-vous sur les personnes à qui vous allez donner votre confiance pour faire ce travail. Bien sûr. Non, mais ça, c'est clair. Donc, c'est primordial, mais dans n'importe quel pays, n'importe quel marché. Exactement. J'ai envie de le préciser parce que souvent, on compare Marrakech à Dubaï. Il y a un gros parallèle. Ouais, il y a un gros Alors parallèle. que c'est deux marchés qui sont complètement différents. Et surtout. Toi, d'un point de vue Marrakech, c'est quoi ton. En fait, ce qui me fait penser sur la question. Ce qui me fait penser à Dubaï et à Marrakech, c'est ce développement continu, mais plutôt côté villa. Oui, c'est ça. Où là, il y a une vraie ressemblance. Mais aujourd'hui, Dubaï, t'es quand même sur une ville verticale. Marrakech, t'es sur une ville qui est horizontale. Ouais. Enfin, Dubaï, t'es horizontale et verticale. Parce que il y a une règle à Marrakech, c'est qu'on peut pas. T'es passé 5 R plus 5. R plus 5, qui est. De base, tu peux pas dépasser en fait la Koutoubia. Voilà, c'est ça. Qui est la mosquée. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'il y a une dynamique. Si tu veux, les promoteurs de Marrakech essayent en termes de marketing de copier un peu Dubaï. Et depuis longtemps, hein. Mais ça faisait très cheap. Je trouve que maintenant, ils commencent un peu à s'améliorer. Ouais. Ils commencent à avoir une amélioration. Forcément, comme tout. T'as Emar aussi qui vient de s'installer, qui s'installe depuis plusieurs années à Marrakech, hein, qui est en train de. Ok, qui fait des villas à Amelkis. À Amelkis. Ouais, qui est un super golf. On prépare une belle vidéo sur Amelkis. T'as Emar qui s'est occupé, je crois, du clubhouse du golf Amelkis, là, du nouveau clubhouse. Top. Pas sur Amelkis 1, mais sur Amelkis 3, je crois. Intéressant. Et donc, quand ces gros promoteurs-là viennent, forcément, tu fais le parallèle avec Dubaï. Oui. Indirectement, même si les Ça marchés. tire le marché vers le haut aussi. C'est ça. Même si les marchés, encore une fois, ont rien à voir. Je connais un petit peu Dubaï, mais je connais forcément beaucoup moins que toi. Ici, pour moi, Marrakech, on est vraiment sur un marché de rendement locatif. Ouais. De pur rendement locatif. On n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on n'a pas donné l'information, mais sur les riads, les rendements sont exceptionnels. Tu peux avoir des rendements à du 10% net et tu peux même avoisiner le 20%, aller chercher du 20% et même plus. J'ai déjà vu des dossiers avec plus de rendement. Plus tu vas créer de valeur, plus forcément le rendement va exploser. Tu vois, là, on a, même sur des produits qui sont déjà ready, hein. On a vendu une maison d'hôte il n'y a pas longtemps, 700 000 euros, 250 000 euros de chiffre d'affaires. Magnifique. Tu vois, t'enlèves, etc. Il te reste quand même un rendement magnifique. Ouais, et clair. elle n'est pas à son plein potentiel. En fait, ce qui est magnifique avec le riad, c'est contrairement à un appartement, tu peux toujours optimiser beaucoup plus. Oui. Vendre des services. Rebrander le riad. Tu vois, le nombre de fois où j'ai vu des gens acheter des riads un peu pourris, mais qui tournaient déjà, ils ont refait tout le home staging, hop, t'augmentes de 50% le prix de la nuitée. Mhm. C'est tout bête, mais derrière, ton rendement, il explose. Ouais. C'est ce que je conseille. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de primo-accédant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui me suivent. Et ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent. C'est-à-dire qu'ils veulent acheter des trucs beaux, finis, magnifiques, etc. Et en réalité, ça veut dire qu'on vous a vendu la valeur à vous déjà. C'est vous qui allez payer la plus-value. Si vous vous intéressez à des produits un peu en dessous, pas très beaux, mais que vous avez la vision sur comment améliorer, comment donner plus de valeur, là, c'est vous qui allez créer la valeur. Donc, c'est vous qui allez... Après, c'est une question de temps, tu vois. C'est une question de temps. Tu vois, nous, ce qu'on fait sur plan, techniquement, si tu habites à Marrakech, tu peux le faire. Si tu as le temps de le faire. Ouais. Et nous, en gros, on fait économiser justement ce temps-là. Tous les problèmes, tu vois, on parlait tout à l'heure, tu gères, quand tu es entrepreneur, tu gères des problèmes au quotidien. Et tous ces problèmes-là, en fait, forcément, ça a une grosse valeur. Donc, c'est pour ça que les gens payent plus cher. Ils sont prêts à payer plus cher pour ne pas se taper tous ces problèmes-là et gagner du temps. Exactement. Et des fois, il vaut mieux avoir un bon 12% net de rendement plutôt qu'aller chercher du 15-16 et pas avoir de problème. Ah, mais c'est clair. Tu vois. Mais surtout, en fait, il faut qu'on arrête de vendre du rêve. C'est-à-dire que déjà, 12%, c'est énorme. C'est exceptionnel. La plupart des fonds d'investissement, ils se contentent d'un 7-8. Hein. Voilà. Tu vois, 7-8, c'est déjà très bien. Exactement. Non, mais et ça, c'est aussi un truc que je discute beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement de bêtises qui sont dites sur Internet. Et à Dubaï, c'était le cas. Hein, tu vois, il y a des mecs qui vendaient des 15, 20, 30% de retour sur investissement. Bien sûr. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que 99% du marché, c'est du fait. Pas ça. Ouais, bien sûr. Et que faut être vraiment... c'est très spécifique. Moi, par exemple, aujourd'hui, en tant que professionnel, à Dubaï, j'arrive à sortir entre 17 et 20%,
mais parce que c'est moi qui exploite. Je suis parti chercher des biens qui étaient en dessous du prix du Pour tes marché. propres biens. Pour mes propres Ouais, biens. bien sûr, ouais. Non, mais c'est logique. Mais bien sûr, ça c'est. Mais en passant par une agence, en payant le prix d'un appartement qui n'est pas en distress, parce qu'il faut beaucoup de patience pour aller récupérer ce genre de biens-là, bah tu vas arriver autour d'un... Aujourd'hui, à Dubaï, si tu fais... honnêtement, hein, ça a beaucoup baissé parce que les prix ont augmenté. Si tu es entre 7 et 10%, c'est déjà très bien. Très bien. Net. Ouais, bien sûr. Et bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est un bon marché. Mais... Et il faut voir dans la Médina, pour moi, il faut regarder vraiment le TRI, c'est-à-dire que c'est ton rendement pendant les années où tu exploites, et derrière la marge que tu vas faire, la plus-value que tu vas faire à la revente, qui va faire exploser ton TRI. Parce que c'est là où tu gagnes, surtout sur d'établissements type maison d'hôte, c'est là où tu gagnes vraiment de l'argent. Ouais. Parce que derrière, tu auras peut-être acheté ta maison d'hôte 1 million d'euros, tu vas l'exploiter, tu vas la monter en gamme, tu vas monter le chiffre d'affaires, donc tu vas vraiment créer de la commercialité. Tu vas te retrouver avec un dossier sur le papier qui avec une rentabilité exceptionnelle. Et donc forcément, tu vas peut-être la revendre. Donc tu as acheté tout 1 million d'euros, tu vas peut-être la revendre 1,5 million 3 ans plus tard, tu vois. Ouais. Et c'est là, à la sortie, où tu fais jackpot, quoi. Et alors tout à l'heure, tu parlais, je vais revenir sur les projets plans que vous proposez. Ouais. Alors comment ça se passe? Comment vous les vendez? Est-ce que c'est des plans de paiement? Est-ce que c'est... Ouais, on fait un plan de paiement. Alors on fait pas un plan de paiement à la Dubaï, si tu veux, mais on fait un plan de paiement où, si tu veux, les gens achètent le foncier, donc le terrain, le riad, qu'on aura déjà préacheté, présélectionné nous au préalable. Et donc, si tu veux, derrière, ils ont tout ce qui est transformation, donc construction ou rénovation, meubles, déco, électroménager, on livre vraiment tout, hein, tout est compris dans le package. Et ça, ils payent, si tu veux, au fur et à mesure. Donc, il y a un acompte au démarrage, 2 acomptes milieu de travaux, un acompte à la réception des clés. Ok. Voilà. Ok, super. Sur 1 an, en moyenne, 1 an et demi. Ok. Très bien. Donc, comment tu vois, toi, le marché là, de la Médina sur les 3 prochaines années, on va dire, ça reste un court terme? Booming. Booming, tu penses, ouais. Booming avec... je pense qu'on est assez early. On n'est pas early non plus. J'ai des connaissances qui sont là depuis 28 ans à la Médina. Ouais. Il se reconnaîtra, Vincent. Mais... 20 ans. Ouais. En fait, je trouve que le marché est vraiment en train de se professionnaliser avec de plus en plus de belles offres. Donc, c'est ça qu'il faut quand même aussi tirer son épingle du jeu, même si on a un marché qui est diversifié. Après, je dis ça, mais il y a vraiment une clientèle incroyable à Marrakech. En termes de voyageurs, il y a pour toutes les bourses et tous les goûts. Tu vois, tu as une clientèle qui vient qui a vraiment pas beaucoup d'argent. Tu as une clientèle qui a middle class et tu as une clientèle très haut de gamme. Et ces 3 clientèles-là, il y en a qui vont dépenser 1500, 2000 euros par séjour, d'autres qui vont dépenser 3000 euros et d'autres qui vont dépenser 10, 15 000 euros par séjour. Ces 3 clientèles-là viennent dans la Médina. Et c'est là où tu peux avoir une offre qui correspond, qui match à ces clientèles-là, même si voilà, j'ai une impression que la plupart des gens maintenant vont plutôt vers du haut de gamme, pas du palace non plus, parce que forcément c'est pas le ticket d'entrée est différent, mais vont quand même sur du middle haut de gamme. Ils se différencient et puis c'est top, quoi. Du coup, on a une belle offre, on a des riads qui sont différents. On n'est pas ça aussi. C'est que, tu vois, les appartements, par exemple, les appartements, ils sont tous les mêmes. Ouais. Et riad, on n'est pas du tout sur des produits qui sont copier-coller. Moi, j'ai aucun riad que je peux te montrer qui sont ready ou même sur plan, qui se ressemblent. Ouais. Ils ont tous leurs particularités, ils ont tous leur histoire, ils ont tous une vue qui est différente, ils ont tous une chambre avec un tas de lactes différents, un matériel local. Ils ont une tête de lit, peut-être une qui va être en tissu, l'autre qui va être en plâtre. Ouais. Et tout est différent. Ça fait écho à ce que je dis assez souvent, c'est que, et ce que tu as dit, c'est très vrai, c'est qu'il y a des appartements qui se ressemblent vraiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment aujourd'hui se différencier. On est dans le marché immobilier, que ce soit à Marrakech ou à Dubaï, il est très dense, il grandit, et forcément, il y a de plus en plus d'investisseurs, plus en plus de biens, ce qui fait que la concurrence, elle est forte, bien sûr. Très forte. Spécifiquement sur des produits qui sont pas des produits sur des produits standards, qui sont pas des produits premium ou luxe. Et donc forcément, donc sur les produits standards, tout se ressemble un peu. Et c'est là où, que ce soit sur un riad ou sur un appartement ou sur une villa, je vous invite vraiment à essayer de vous différencier.
Et ne lésimez pas sur les moyens, surtout pas une fois que votre bien est livré. Déco à fond. La déco, voilà. Le coup de cœur, il faut que le gars il rentre et fasse waouh. Il faut que ce soit waouh. Il faut que ces centaines d'euros en plus, à la nuitée parfois. C'est ça. Il faut qu'ils se disent. Envie de les mettre, quoi. Il faut qu'ils se disent, ils payent 300 € la nuit. Il faut qu'ils rentrent dedans et qu'ils se disent, c'est seulement 300 € la nuit pour le riad entier. Exactement. C'est pas la chambre. Tu vois, moi j'ai déjà eu avec un ami qui a cette réflexion-là. Il louait pas très cher, hein. Il louait 200 € son riad 3 chambres, mais il est pas non plus hyper standing. Ouais. Tout le temps plein. Et en fait, les gens souvent rentrent et disent, mais du coup, on a tout le riad pour nous. On n'a pas une seule chambre. Ouais. Tu vois, et quand t'es là, quand t'es comme ça et t'es dans cette dynamique d'over-deliver, les gens, ils font waouh, ils peuvent que mettre des 5 étoiles, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Et hier, j'ai fait un petit audit avec une personne sur sa villa qui pensait qu'elle était à son plein potentiel en termes de prix, une villa à Melkis. Et je lui ai montré qu'elle était parmi les villas les moins chères de la zone. Ben voilà. Alors, parce que c'est une barrière limitante. Limitante, bien sûr. Voilà. Bon, tout ça pour dire. Pour revenir juste, je finis sur la question que tu m'as posée sur l'évolution du marché. Ouais. Alors, l'évolution du marché de Marrakech, je pense que ça va monter encore. Hein, mais la Médina va faire que monter, en tout cas, horizon 2030. Et après, il y aura de toute façon une phase de stabilisation, ça c'est sûr. Après, j'ai pas de boule de cristal. Mais je pense, quand il y aura forcément très peu d'offres encore sur le marché, forcément, les prix vont exploser. Parce qu'on a vraiment cette notion de rareté. Aujourd'hui, tu as des investisseurs européens qui viennent de toute l'Europe, qui veulent leur bout de Médina. Tu commences à avoir des investisseurs du monde entier qui veulent leur bout de Médina. Mais quand tu veux, le Maroc aura son heure de gloire, je pense, horizon 2030, après 2030, après notamment tous les événements sportifs qu'il va y avoir, où là, tu as carrément des gens qui vont venir des 4 coins du monde pour investir. Et en fait, il n'y aura plus rien. Ouais. Enfin, il y aura très peu d'offres. Et donc, comme il y a peu d'offres, beaucoup de demandes. La rareté fait augmenter les prix. Fait augmenter les prix. Point barre, c'est tout. Je voulais pas aborder, on va conclure, mais il y a une question que je voulais pas aborder, c'est la question de la fiscalité, parce que je pense que je vais inviter également un professionnel, un expert comptable pour pouvoir en parler. Mais si tu peux brièvement aborder le sujet, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on balaye très rapidement à Dubaï, vu qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de fiscalité, enfin, il y a une fiscalité, mais elle est douce. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la fiscalité ici ? Bah, nous, si tu veux, on a un modèle où les gens, ils achètent soit en société, soit ils achètent en nom propre. Mais dans la plupart des cas, ça dépend, si tu veux, s'ils ont leur holding. Très souvent, on a des clients quand même des holdings en Europe. Donc, ils font une société ici, ils apportent l'argent dans une structure qui va exploiter derrière. Ou alors, si c'est une maison d'hôtes, même des fois, on fait créer 2 structures. Une structure pour les murs et une structure pour l'équivalent du fonds de commerce. Aujourd'hui, au niveau d'imposition, si tu veux, tu as une imposition sur l'IS, tu as un impôt sur société, pardon, qui est à 17,5. Okay. Enfin, si tu arrondis, c'est 20, il y a plusieurs paliers. Et pour remonter les dividendes, quand tu te verses des dividendes en fin d'année, fiscale, tu es sur 10% de retenue à la source. Ok. Voilà. En gros, sur tes bénéfices, t'enlèves, si tu veux lisser, t'enlèves 25. D'accord. Ok, super. Écoute, t'as une exonération d'IS sur les maisons d'hôtes. Les nouvelles maisons d'hôtes, t'as 5 ans d'exonération d'IS. Incroyable. Et t'as une TVA à 10%. Très intéressant. Alors, comment on passe en maison d'hôtes ici, ouais. Il y a une surface à avoir, un minimum de chambres. Alors, il n'y a plus trop de minimum de chambres. Si tu veux, les cahiers, ils évoluent énormément. Ouais, maintenant, il n'y a même plus de... Maintenant, c'est des étoiles. Mais je sais qu'il faut aujourd'hui, voilà, quand même, une surface minimum pour la chambre, par chambre. T'as, je sais, en moyenne, si tu veux, ça passe à partir de 5 chambres, une maison d'hôte. Donc, il faut quand même au minimum 100, 120 mètres carrés au sol. Avant, c'était 140. Donc, si tu veux, t'as une grille, critères, maison d'hôte 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et aujourd'hui, la 2 étoiles est quand même assez facile, entre guillemets, à avoir, mais tu dois respecter quand même pas mal de normes pour l'avoir. Qui délivre ça et en combien de temps c'est sur une plateforme que tu te déposes. Après, il y a plein d'intervenants, mais le CRI, donc Centre Régional d'Investissement, tu as beaucoup d'acteurs et c'est l'architecte qui s'en occupe, quoi. Ok. L'architecte qui va déposer les plans, notamment quand tu fais une construction de maison d'hôte, déposer les plans qui vont être acceptés, qui doivent être acceptés derrière pour pouvoir commencer la construction et qui te délivre ton permis à la fin de conformité et ton classement maison d'hôte. Super. Arnaud, merci. On va conclure puisqu'on a malheureusement... On est timé. Ouais, on est timé. Je suis arrivé en retard, c'est ma faute. Ouais, c'est ta faute. Bon, pas grave, ça nous laisse
l'occasion de refaire un épisode parce que j'ai encore plein de questions. Laissez-nous vos questions si vous en avez également, si vous voulez savoir plus de ce marché de la Médina, des riads. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. N'oubliez pas également, donc aujourd'hui Medini Homes intervient sur Marrakech pour la gestion de vos villas, de vos appartements et riads. Si vous avez des questions concernant le marché immobilier de Marrakech, la gestion locative sur Marrakech, n'hésitez pas à me contacter. Bien évidemment, on gère toujours Dubaï, les amis, hein, malgré la guerre. Ça change pas. On est toujours solide. Les appartements se louent, certes, à un prix un petit peu en dessous du marché, même beaucoup en dessous, je vous l'avoue, mais on arrive toujours à louer les appartements. Je suis très fier de dire qu'aujourd'hui, on a, depuis le début de la guerre, maintenu un taux d'occupation de 80%. Ça, c'est par nos stratégies, par notre sérieux, par notre monitoring du marché constant. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse également un petit formulaire si vous souhaitez contacter Arnaud. On se chargera également de la mise en relation. Et je vais vous laisser un document très important qui va vous permettre de comparer le marché de Dubaï et le marché de Marrakech. Et comme vous le savez, je suis honnête. Donc, je ne cherche pas à survendre Dubaï, je ne cherche pas à survendre Marrakech. C'est de la data, les amis. Donc, ça va vous permettre de voir en fonction de votre budget quel est l'investissement le plus intéressant en prenant en compte absolument tout. Donc, l'ADR, donc l'Average Daily Rate, les impôts, etc., etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. C'est très important. À bientôt.